qui est à mon sens pure miséricorde en ce monde, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île de placide ignorance, au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors cette révélation nous rendra fous, à moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Howard Phillips Lovecraft est né le 20 août 1890 à Providence, aux États-Unis d'Amérique. Sa vie d'artiste, teintée d'une noirceur ordinaire, ne le destinait pas à devenir l'écrivain d'horreur le plus influent de sa génération. Issu d'une vieille famille bourgeoise, il subit le déclassement et peine à gagner sa vie, souffrant de malnutrition et vivant dans des logements trop petits. Son incapacité à faire des concessions sur ses écrits, pourtant déjà admirés par quelques amateurs de récits horrifiques, le priveront de tout succès de son vivant. Sa vie est celle d'un homme passionné mais pauvre, vivant dans un monde changeant qu'il peine à comprendre. Le profond nihilisme qui le traverse et le mène en quelque sorte à une vie d'artiste raté se retrouve décuplé dans son œuvre. La science passionne autant Lovecraft qu'elle le terrifie. Il vit une époque où en Occident les religions sombrent dans l'obscurité pour voir naître un matérialisme scientifique qui repousse toutes les frontières du possible. Pour la première fois de son existence, l'humain parvient à explorer les limites insoupçonnées de son monde. L'immensité des profondeurs océaniques, l'écrasante masse infinie qu'est le cosmos, sont autant de frontières repoussées que d'horribles questions qui foudroient l'esprit des rêveurs. Toute l'œuvre de Lovecraft et la terreur qui en émerge est traversée par ce sentiment que nous ne sommes rien, seulement des êtres minuscules vivant une vie courte et sans intérêt, perdus dans l'immensité infinie du cosmos. Comprendre la vérité sur notre monde n'est pas à notre portée et ne peut nous mener qu'à notre propre destruction. Par notre ignorance, nous sommes tenus à distance de cette réalité abominable, mais la science nous mènera tôt ou tard à manier des puissances qui nous dépassent de très loin, à comprendre des vérités inavouables qui rendraient fou n'importe lequel d'entre nous, menant l'humanité à sa perte. Lovecraft s'est éteint dans un silence glacial, rongé par un cancer des intestins qui le fera souffrir jusqu'à son dernier souffle. La science, de son côté, continuera de repousser les limites, alimentée par la machine de guerre des puissances occidentales. Dans leur quête de domination, les fascistes s'en serviront pour commettre des atrocités irréparables, et une course effroyable à l'armement mènera les puissances du monde à découvrir les possibilités infinies de l'atome. Le mot nucléaire frappe une première fois à Hiroshima, puis à Nagasaki 3 jours plus tard, réduisant en cendres le vieil empire du Japon et faisant trembler le monde tout entier. Le résultat est effroyable. Une bombe, une seule bombe, et une ville entière est rasée, sa population dévastée sur des générations par des cancers et des malformations. Rapidement, les plus grandes puissances du monde s'arment et la tension monte entre les pays communistes et capitalistes. Mais le nucléaire n'est pas utile qu'aux militaires. C'est aussi un excellent moyen de produire de l'électricité avec un rendement énorme. Les centrales ont poussé un peu partout, en URSS, aux États-Unis, en France et dans d'autres pays. Les soviétiques ont même bâti tout un horizon d'avenir autour de l'atome. Il était inconcevable que cette énergie si puissante qui faisait toute leur force puisse en réalité causer leur perte. Le 26 avril 1986, à 1h23 et 44 secondes, une énorme explosion a fait trembler la Terre sur des kilomètres à la ronde. Toute la ville de Pripyat, la plus proche de la centrale nucléaire 6 Lénine de Tchernobyl, est réveillée par la détonation. Les témoins parlent d'un incendie étrange, comme un feu d'artifice aux couleurs si singulières qu'elles semblaient être inconnues, accompagné d'une épaisse colonne de fumée montant dans le ciel. La plupart des habitants ne saisissent pas la gravité de la catastrophe et contemplent avec admiration les couleurs iridescentes qui dansaient dans le ciel. Certains iront même se placer sur un pont pour admirer toute la beauté du spectacle. Mais la réalité était bien plus terrifiante, et les risques inconscients qu'ils prenaient porteraient bientôt leurs fruits immondes. Dans la couleur tombée du ciel, Lovecraft écrit
Tout commença, dit le vieil ami, avec le météorite. Puis il y avait eu ce nuage blanc, ce chapelet d'explosions dans les airs et cette colonne de fumée montant de la vallée au cœur des bois. À la nuit, tout Arkham savait qu'un gros rocher tombé du ciel s'était logé dans la terre à côté du puits chez Nahum Gardner. C'était sa maison qui se trouvait à l'endroit où la lande foudroyée allait s'étendre. Ce fut une monstrueuse constellation de lumière surnaturelle, tels les saints rassasiés de lucioles nourries de cadavres qui dansent d'infernales sarabandes au-dessus d'un marécage maudit. Pendant ce temps, le faisceau de phosphorescence jailli du puits était de plus en plus intense, imposant aux hommes serrés les uns contre les autres une impression d'aberration et de cataclysme qui dépassait de loin tout ce que pouvait imaginer leur esprit conscient. Ce n'était plus un rayonnement, c'était un déferlement, et le flot informe de couleurs indéfinissables en quittant le puits semblait couler directement dans le ciel. On se sent si petit face à la toute-puissance de l'atome. La radioactivité est invisible, imperceptible sans appareil électronique. Et pourtant, le rayonnement ronge peu à peu le corps de ceux qui y sont confrontés, comme une peste vivant dans l'air et anéantissant tout ce qu'elle traverse. L'URSS est alors la seconde puissance mondiale. Elle dispose d'un arsenal militaire titanesque et de quoi réduire en cendres la planète tout entière. Pourtant, face à l'incident de Tchernobyl, les dirigeants soviétiques étaient désemparés. Personne ne savait comment on s'en sortirait, s'il était même possible de faire quelque chose. Mais il fallait agir, et vite, avant que le mal ne s'étende et ne contamine des pays entiers. Des dizaines de scientifiques et d'ingénieurs du nucléaire parmi les plus compétents de la planète se réunissent. Mais ils doivent faire face à l'inconnu. Personne ne sait comment gérer une telle crise. Un plan d'envergure colossale, qui allait mettre la vie de milliers de soldats et d'ouvriers en danger, est imaginé et commence à se mettre en œuvre dans toute la région autour de la centrale. Sur l'enclume, la pierre se révéla extrêmement malléable, et dans l'obscurité, sa luminosité était très prononcée. Son obstination à ne pas refroidir eut au fait de mettre l'université en ébullition, et quand chauffée devant le spectroscope, elle produisit des raies brillantes qui différaient de toutes les couleurs du spectre normal. Il y eut beaucoup de discussions fiévreuses à propos d'éléments nouveaux, de propriétés optiques bizarres, enfin tout ce que les hommes de science perplexes disent d'habitude lorsqu'ils sont confrontés avec l'inconnu. Lorsque l'on est confronté à un taux mortel de radiation dans l'air, on peut sentir comme un goût métallique en bouche. Le lendemain de la catastrophe au petit matin, tous les habitants de Pripyat l'ont senti. Il faudra attendre 30 heures après l'accident pour que la ville soit évacuée. Rester vivre aussi près plus longtemps les aurait tous condamnés. Certains nommeront le réacteur éventré le trou du diable. Il est comme un cratère dans lequel une porte vers les enfers aurait été ouverte, et de laquelle s'échapperait la mort elle-même. Le poison invisible tombe du ciel comme une pluie de poussière sur la lande environnante. Il est partout dans l'air, dans la terre, sur les plantes, les arbres et les toits, et il se répand comme la peste au gré du vent. Les eaux profondes aussi sont empoisonnées. Toutes les récoltes doivent être jetées sous peine de condamner ceux qui en consommeraient. Et les animaux sont eux aussi porteurs de la radioactivité et doivent être abattus sans exception. Le vent emporte les nuages les plus dangereux au gré de sa volonté, survolant de grandes villes comme Kiev et Minsk qui ne sont pas évacuées, et allant jusqu'à des pays pourtant éloignés comme la France, l'Espagne ou même Israël. Autour de la centrale, certains liquidateurs disent avoir vu des sortes de petits cailloux phosphorescents et brillants dans la nuit sur le bord des routes. Les feuilles des arbres et des plantes comportaient elles aussi des signes étranges, des sortes de taches noires, et certains animaux semblaient être devenus fous. Les oiseaux s'écrasaient contre les vitres, les chiens et les chats que les habitants avaient été contraints de laisser sur place se comportaient étrangement, et il en était de même pour les animaux sauvages. En février, les fils MacGregor de Meadow Hill allèrent chasser la marmotte et tuèrent non loin de chez Gardner un spécimen très curieux. Les proportions de son corps semblaient légèrement modifiées d'une façon bizarre, impossible à décrire, tandis que sa tête avait pris une expression que personne n'avait jamais vue à une marmotte. Des choux punais émergeaient de la boue près des bois de l'autre côté de la route. Jamais on n'en avait vu d'aussi énormes, et ils prenaient des couleurs si étranges qu'il n'était pas de mots pour les décrire. Cet après-midi-là, plusieurs personnes passèrent voir la végétation anormale, et toutes convinrent que des plantes de cette espèce ne devraient jamais pousser dans un monde bien portant. On parla ouvertement des fruits gâtés de l'automne précédent, et le bruit courut de proche en proche que le domaine de Nahum était empoisonné. Les rayonnements de la radioactivité s'insinuent partout.
et entraîne des modifications de la matière vivante au niveau cellulaire. Plus la dose reçue est élevée et plus l'exposition est longue, plus le corps en est altéré. Les pompiers qui sont intervenus sans équipement particulier et à quelques mètres à peine du réacteur éventré ont reçu des doses énormes de rayonnement. Au début, leur corps ne présentait que de grosses brûlures, mais certaines parties se sont mises à enfler démesurément, si bien que leurs membres boursouflés ne tenaient plus dans leurs vêtements. Leur corps s'est peu à peu mis à changer chaque jour, d'une manière atroce. Leur peau se décollait couche par couche, et elle prenait des couleurs étranges, passant de jour en jour du bleu au rouge, du brun au gris. Les brûlures étaient visibles partout sur la langue, dans la bouche et les joues, et on devinait qu'il en était de même partout à l'intérieur de leur corps. Après des jours d'atroces souffrances, leurs organes finissaient par ne plus fonctionner. Il aura fallu en moyenne 14 jours pour que la mort ne décide enfin de les prendre, ne laissant de leur corps qu'une bouillie de restes décomposés qui seront enterrés dans des sarcophages de plomb et coulés dans le béton. Mais la plupart des victimes de la catastrophe de Tchernobyl n'ont pas reçu de doses aussi élevées et n'ont donc pas connu de fin aussi atroce. Mais une épée de Damoclès plane au-dessus de la tête de tous les liquidateurs, ceux qui ont participé à endiguer la catastrophe. Lorsqu'une guerre est terminée, on célèbre la victoire et les survivants peuvent se reconstruire et se concentrer sur l'avenir. Mais ceux qui ont combattu le mal de Tchernobyl garderont à vie le risque de mourir d'un cancer, de devenir fous ou de développer des malformations. Presque en même temps commença l'hécatombe des animaux domestiques. Les volailles devinrent grisâtres et moururent très rapidement. Leur chair se révéla sèche et infecte quand on les ouvrit. Les porcs devinrent extraordinairement gras, puis subirent brusquement des transformations répugnantes que personne ne put expliquer. La famille Gardner n'était plus. Sans s'étendre sur aucun détail, il parla seulement de la mort de Nahum et de Nabi, celle de Thaddeus étant déjà connue, et ajouta que la cause semblait être le même mal inconnu qui avait tué le bétail. Les environs de la centrale les plus touchés par la radioactivité seront déclarés comme zone d'exclusion. Elle couvre au total 4600 km² en Ukraine et en Biélorussie. La pollution y est si élevée qu'elle a été déclarée impropre à la vie humaine, et les quelques centaines de résidents illégaux qui sont restés malgré l'ordre de quitter les lieux s'exposent à un grave danger. Mais malheureusement, la pollution au césium-137 ne s'est pas limitée à la seule zone d'exclusion. En Biélorussie, 2,1 millions de personnes vivent dans des zones contaminées, dont 700 000 enfants. Dans certaines régions, la mortalité est 20% supérieure à la natalité. Les cancers, arriération mentale, maladies nerveuses et psychiques et mutations génétiques s'accroissent chaque année. Il faudra attendre au moins 48 000 ans pour que la zone soit définitivement décontaminée de toute radioactivité. Aujourd'hui encore, il s'étale sous le ciel telle une grande tache rongée par un acide au milieu des champs et des bois, et les rares curieux qui ont osé l'entrevoir malgré les rumeurs paysannes l'ont appelé la lande foudroyée. On parle encore d'influence désastreuse sur l'état mental. Beaucoup de gens sont devenus bizarres dans les années qui ont suivi la débâcle de Nahum, et ils n'ont jamais eu la force de s'échapper. Alors ceux qui avaient la tête plus solide ont tous quitté la région, et seuls les étrangers essayaient de vivre dans les vieilles fermes croulantes. Les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sont encore très floues. Les maladies qu'elle a engendrées partout dans le monde ne sont pas facilement mesurables. Il est impossible de savoir si un cancer a été provoqué par de la radioactivité ou par une autre source comme le tabac ou la pollution de l'air. Ce qui est certain, c'est que les conséquences de cet accident sont terrifiantes, et tous ceux qui ont étudié le sujet savent qu'il aurait pu causer un désastre bien plus grand. Comment ne pas voir un lien entre le météorite de la nouvelle de Lovecraft et la catastrophe de Tchernobyl, entre le mal imperceptible qui s'insinuait du cratère dans la campagne proche d'Arkham et celui qui s'échappait des ruines du réacteur fumant, entre le naufrage de Nahum Gardner et de sa famille dans les larmes de la folie et peu à peu jusqu'à la mort, et celle des pompiers, des habitants et des nombreux liquidateurs qui succombèrent au rayonnement, entre la lande foudroyée, abandonnée et crainte des paysans, et la zone d'exclusion, inhabitable et condamnée pour des milliers d'années. Et si Lovecraft avait prédit que la science nous mènerait à notre perte, et si en réalité, le danger auquel il nous mettait en garde n'était pas la probable existence d'entités supérieures dans les profondeurs cosmiques, mais plutôt celui de notre propre quête de puissance. À part pour les habitants les plus proches, le mal de Tchernobyl n'est plus un danger pour l'humanité.
La matière invisible du réacteur numéro 4 sommeille désormais sous un sarcophage de 36 000 tonnes d'acier. L'arche, achevée de construire en 2018, devrait tenir sans problème une centaine d'années. Mais qu'en est-il des milliers d'autres réacteurs qu'il est impossible de démanteler sans engager de frais colossaux? Est-on sûr que nos sociétés aujourd'hui en déclin seront toujours assez fortes pour maintenir emprisonnée toute cette matière radioactive que nous avons créée? Dans notre orgueil et aveuglés par le progrès, nous avons manié des puissances qui nous dépassent de très loin. Et si un jour, le mal invisible échappe de nouveau à notre contrôle, il pourrait bien mener à ce nouvel âge de ténèbres, où sonner la fin définitive du règne de l'humanité.